Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 février 2020. On est en train de, comme disait Q, de constater la destruction systématique de l'arrière-garde du Parti démocrate et des anciennes... Des personnes anciennement au pouvoir aux États-Unis. Trump a eu une semaine excellente. C'est pas juste moi qui le dis. Ce sont à peu près tous les chroniqueurs aux États-Unis ou au Canada. Et tout ça a été orchestré de main de maître par le président Trump. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de ça ici, du discours sur l'État de l'Union. Hein, il a été acquitté par le Sénat dans cette histoire d'impeachment. On le savait, c'est pas une grosse nouvelle. Les enquêtes, cependant, vont continuer. Hein? Trump a voulu mettre un terme, justement marquer, scander le temps politique cette semaine en arrêtant les procédures au Sénat, c'est-à-dire en obtenant un acquittement en même temps que son discours sur l'État de l'Union pour bien marquer, la psyché de ses adversaires. Hein, c'est un peu, il faut réfléchir en termes de stratégie militaire, je l'ai déjà dit, c'est un peu une stratégie shock and awe. Vous vous rappelez, là, je pense que c'était le général Schwarzkopf en Irak, ou Powell, je ne me rappelle plus, qui disait que c'était la stratégie des forces armées américaines quand ils ont envahi l'Irak, c'est-à-dire shock and awe, frapper partout simultanément très fort, de sorte que l'ennemi soit désorienté, et c'est ça que le président Trump a fait cette semaine. C'est pour ça qu'il a coupé court au procès au Sénat. Il n'a pas demandé refusé d'appeler plus de témoins, a bloqué ça, de sorte qu'il y ait une double frappe cette semaine, un acquittement et un discours historique sur l'État de l'Union, un discours de l'État de l'Union, sur l'État de l'Union historique, on pourrait dire. Tout ça mêlé à une débâcle complète des démocrates dans la primaire de l'Iowa. Alors, c'est ça, comme je dis, c'est ça, c'est une stratégie shock and awe, mais pas seulement ça. Alors, donc, on va parler de ça, discours sur l'État de l'Union, on va parler aussi des ratés démocrates lors de la primaire. Il y a deux choses, hein, donc, il y a deux autres concepts de stratégie militaire qui sont importants pour comprendre ce qui vient de se passer cette semaine, ce que Trump est en train de déployer. C'est ce que les forces armées américaines appellent Full Spectrum Dominance. Hein, comment j'ai appelé ça? Est-ce que j'ai appelé ça domination complète multisectorielle, mais en fait, en anglais, c'est Full Spectrum Dominance. Et l'autre, c'est les principes de guerre contre-insurrectionnelle, les principes de guerre subversive contre-insurrectionnelle dont j'ai parlé en 2018 au studio avec André. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est la stratégie qu'il applique pour pousser les démocrates, pour radicaliser les démocrates, tandis que lui occupe l'ensemble du champ de bataille, hein, Full Spectrum Dominance. Tout ça, ce sont des concepts de stratégie militaire qu'il met en application. D'accord? Alors, avec une doctrine de shock and awe aujourd'hui, là, la semaine dernière, avec toutes ces annonces, etc. Alors, on va y aller avec le premier concept. On va juste en parler un peu. Le Full Spectrum Dominance, donc, also known as the Full Spectrum Security, c'est une doctrine militaire américaine qui fait en sorte que, les forces armées américaines tentent de maîtriser la totalité des aspects du champ de bataille. Hein, que ce soit air, terre, mer, ainsi que la cyberguerre, hein, les opérations cybernétiques, le brouillage, etc. La guerre de l'information aussi. Alors, ils essayent d'avoir une maîtrise totale du champ de bataille sur tous les aspects. Alors, Trump applique exactement cette stratégie-là, mais à la politique. Là, on voit, si vous allez sur Wikipédia, Full Spectrum Dominance, il y a aussi metaphorical use, hein, une utilisation dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans le monde des affaires, on peut utiliser Full Spectrum Dominance comme concept pour dire, notamment là, avec de la publicité, etc. Là, il l'applique à la politique, je l'ai souvent dit. Hein, donc, Trump utilise des stratégies militaires, Sun Tzu lors de la guerre, etc. Et à la politique, à quoi ça ressemble? C'est quand Trump domine totalement le champ de bataille politique, que ce soit en politique étrangère, en politique intérieure, avec l'économie. Hein, donc, Trump qui, lance des initiatives de
plan de paix au Moyen-Orient, qui signe des traités, qui renégocie les traités avec le Canada, avec la Chine, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il domine complètement la politique étrangère. Il domine aussi toute la question de l'économie aux États-Unis. On l'a entendu dans le discours sur l'État de l'Union. C'est probablement une des meilleures périodes économiques depuis... en tout cas, certains des chiffres, pour le travailleur américain, là, certains des chiffres sont absolument incroyables. J'ai jamais vu quelque chose comme 70 ans pour le taux de chômage et tout ça. Donc, en tout cas, il donne au moins l'apparence et c'est difficile de le contester. Tu sais, ça se peut que l'économie soit un petit peu plus faible que ce qu'il n'y paraît, sauf que c'est très difficile de le contester médiatiquement que ça va bien. C'est ça la différence, c'est qu'il donne l'apparence d'une économie qui... je veux dire, qui est pratiquement à son zénith, qui fait l'envie du monde. Même chose avec la politique étrangère, même chose avec la question de l'identité, la fierté nationale américaine, hein, les valeurs américaines. Trump s'est drapé dans le drapeau, si on pourrait dire. Hein. Il y a des parties de son discours qui donnaient des frissons. Lorsqu'il reconnaît je veux dire, des grands héros afro-américains. C'est un discours d'unification. Il n'y a pas de division dans le discours. Hein. Il y a une partie du discours, moi, qui m'a marqué, c'est quand il dit, je vais le lire en anglais, puis après ça, je vais essayer de traduire. Il dit, As the world bears witness tonight, America is a land of heroes. This is a place where greatness is born, where destinies are forged, and where legends come to life. This is the home of Thomas Edison, Teddy Roosevelt, many great generals, including Washington, Pershing, Patton, etc. This is the home of Abraham Lincoln, etc. Alors, il dit essentiellement, la phrase est incroyable, il dit, comme le monde va pouvoir en témoigner ce soir, les États-Unis sont une terre de héros, hein, une place où la grandeur est née, le greatness, hein, et où les destinées sont forgées, où les légendes prennent vie. Alors, ce discours-là a résonné beaucoup. Ça donne un peu le ton pour le discours. Ce discours-là a résonné beaucoup avec les Américains. On remarque ici, là, je veux dire, des chiffres incroyables. 97% des républicains qui approuvent le discours. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le 3%. Ça doit être dans la marge d'erreur. Hein, c'est toujours 3% la marge d'erreur. Ils ont dû donner la marge d'erreur complète. Hein, tu sais, les sondeurs, là. Ils ont dû donner la marge d'erreur complète. Ça ne se peut pas que 100% des républicains soient d'accord avec le discours. On va leur donner une marge d'erreur de 3%. Mais il y a 30% des démocrates qui ont adoré le discours, hein, qui sont d'accord avec le discours de Donald Trump. Alors, il va chercher jusqu'à 30% des démocrates. Et c'est ça qui se passe quand le président parle sans filtre à la population. Et c'est ça, je vous ai dit dans un autre web journal, hein, que c'est important. Et les discours de Trump qui sont importants, c'est quand il parle sans filtre. Quand il parle à la presse, quand il parle, ça c'est pas très important, mais quand il s'adresse sans filtre à son peuple, les discours en direct, c'est là qu'il faut écouter. Et là, regardez ça, 82% des indépendants qui approuvent du discours de Donald Trump. Où sont les démocrates là-dedans? Qu'est-ce que les démocrates vont faire comme ça? Parce que où est-ce que ça se joue, tout ça? C'est les indépendants. Hein? C'est les indépendants qui vont décider de l'élection. Et là, ils sont 82% à approuver du discours du président. Donc c'est ça, le président qui a formulé un discours extrêmement patriotique et ce qui se passe là-dedans, une des stratégies du président avec ces discours-là en direct dont j'ai parlé, qui sont importants, c'est que ça contourne le narratif médiatique. C'est-à-dire que on est plusieurs d'entre nous, hein, quand on se parle des fois, on se le dit. Qu'est-ce qui nous a réveillés? Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à s'intéresser à Donald Trump, à se poser des questions? C'est quand on écoutait les discours en direct du président. Puis là, après ça, le lendemain, on regardait le compte-rendu dans les journaux, etc. Ça avait tellement rien à voir avec le discours, etc. Vous comprenez? C'est ça que Donald Trump essaye de faire. Et les gens se rendent compte que finalement, Trump n'est pas si mauvais que ça. Il y a des réalisations malgré ce qu'en disent les médias. Et plus il y a de ce genre de discours-là en direct et que les Américains écoutent, plus les médias
perdent de la crédibilité, perdent de l'intérêt pour les Américains. On sait que les plateformes médiatiques traditionnelles sont en train de s'effondrer. Ce sont des mises à pied sur mises à pied. La crédibilité est à son plus bas. Les gens n'écoutent plus les médias. Alors, donc, ce qui se passe, c'est un processus que Trump essaie de provoquer. C'est un processus de dissonance cognitive. Pendant 3 ans, les gens ont entendu que c'était le nouvel Hitler, le mal incarné. Puis là, ils entendent directement, c'est peut-être la première fois, ils entendent directement le président parler, puis ils entendent pour la première fois toutes les réalisations, une après l'autre, un discours unificateur. Trump n'est pas un raciste, vous comprenez? Alors, voilà, donc... Et ça résonne avec les Américains, ça résonne même avec les démocrates. Et là, il faut contraster ça avec le discours des démocrates. Qu'est-ce qu'on entend du côté des démocrates? Exactement le contraire. En fait, que les États-Unis sont un pays raciste du sommet jusqu'à la base, que tout est raciste aux États-Unis, qu'il faut ouvrir les frontières, que les travailleurs américains doivent payer les soins de santé à l'ensemble de la planète. Vous comprenez qu'ils s'en vont directement dans le mur, là. Alors, je vous fais écouter Bernie Sanders qui disait justement, je pense que c'est lors d'un débat, que la totalité du... on l'entend souvent de la gauche, là, tout est raciste, tout est sexiste, tout est homophobe, tout est transphobe. Je vous fais écouter Bernie Sanders là, qui contraste avec le discours du président. Have a racist society from top to bottom impacting healthcare, housing, criminal justice, education, you name it. And clearly, this is an issue that must be dealt with. Ouais, tout est raciste, du sommet jusqu'à la base des États-Unis. Et eux autres ont un plan pour régler ça. OK? Alors, donc voilà, c'est ce que Hillary Clinton avait fait en 2016. Hein? Elle avait dit, elle n'avait parlé que de... Trump reproduit la stratégie qui lui a servi en 2016. Hein. Lui parlait justement des trucs comme ça. Si vous avez écouté les discours en 2016, moi j'ai passé, je veux dire, je travaillais à temps partiel sur la campagne. Trump faisait des discours patriotiques comme ceux-là qui résonnaient avec les Américains, alors que Hillary Clinton n'était que du racisme, sexiste, homophobe, de la rengaine, de l'amertume, et on n'est pas capable, on n'est pas bon, bon. Ouais. Voilà, donc... Je vous fais écouter 2 extraits de chroniqueurs sur CNN qui admettent que Trump, c'est le raz de marée et que les démocrates devraient commencer à se poser des questions. Là. Ils s'en vont nulle part, ils s'en vont dans le mur. En fait, il y en a beaucoup, des chroniqueurs. Je vous donne juste 2 extraits, mais je pense qu'il commence à y avoir un consensus que Trump est en train de les manger tout rond, comme Pac-Man. Là. Tout. En premier, Van Jones. Là, je vous l'ai déjà montré cet analyste à CNN. Écoutez ça. I think the last 24 hours have been a big wake-up call for Democrats. That's what I think. C'est un wake-up call. Là. C'est le temps de sonner le réveil, le réveil matin. The Iowa caucus was a debacle. And this was a very strong speech. And this was a very strong speech. Les démocrates ne sont pas capables de nier que c'était un discours inspirant. Vous comprenez? Le genre de discours qui fait en sorte qu'une nation se lève. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'a senti, là. Et je fais écouter une autre analyste, est-ce que je l'ai ici? Ouais, qui disait que la semaine était vraiment pas bonne pour les démocrates, là. Because this was a week that clearly wasn't good for the Democratic Party. It was their no good, terrible, rotten week. Alors, voilà, c'est ça. Donc, et tout ça, vous voyez, tout ça, et c'est la différence, hein, entre 2016 et 2020. La différence, c'est que en 2016, les généraux avec Trump, Mike Flynn, tout ça, savaient qu'ils avaient l'ensemble de l'establishment contre eux, les médias, les services de renseignement, le FBI, la CIA, hein, c'est ça, les journaux, bon. Même des pays étrangers qui ont collaboré. Alors, ils avaient l'ensemble, et Mike Flynn le dit dans un de ses discours, il dit, on s'est attelé à la tâche en prenant ça comme une guerre asymétrique, un conflit asymétrique. Encore les principes là, de stratégie militaire appliqués à la politique. Donc, on a pris, il dit, this was asymmetric warfare at its finest. Hein. La campagne de Donald Trump a été menée comme une guérilla
contre l'establishment, qui contrôlait tous les leviers du pouvoir. Je vous fais écouter l'extrait. Je l'ai déjà fait écouter 2-3 fois, mais là, à chaque fois, il y a comme 5-6 000 nouveaux abonnés qui se joignent à la chaîne. Alors, je vous fais réécouter Mike Flynn sur les stratégies de guérilla qui ont été utilisées pour prendre le contrôle de la présidence. La différence, et là, contrasté avec maintenant, la différence, c'est que maintenant, c'est plus de la guérilla, c'est Trump qui contrôle tous les outils du pouvoir, full spectrum dominance. C'est lui qui contrôle les institutions, c'est lui qui a le contrôle de l'agenda en politique étrangère, en économie. Il a même contourné les médias. Il s'arrange, fait en sorte que les médias soient décrédibilisés. A sa propre base qui partage ses informations sur YouTube, la gang de QAnon qui ont leur propre chaîne. Il y a son Twitter. Vous comprenez que... voilà, je vais écouter Mike Flynn. Avec la traduction en dessous. We have an army of digital soldiers. What we are now, what we call, I call them, because this was an insurgency, folks. This was run like an insurgency. This was irregular warfare at its finest in politics. And that story will continue to be told here. But we have what we call citizen journalists. Okay? Because the journalists that we have in our media did a disservice to themselves, actually more than they did to this country. And so the American people decided to take over the idea of information. They took over the idea of information, and they did it through social media. Voilà. Alors donc, en 2016, c'était une stratégie contre-insurrectionnelle. Pas contre-insurrectionnelle, c'est une stratégie insurrectionnelle de guerre asymétrique. Et là, maintenant, c'est le contraire. Ils ont pris le contrôle de la présidence et appliquent des stratégies contre-insurrectionnelles face aux démocrates. Comment ils le font? Ils le font en radicalisant la base du Parti démocrate pour faire en sorte de leur faire perdre le centre. Hein, comme quand il y a une guérilla, la stratégie principale avec la guérilla, c'est WHAM, W-H-A-M, Winning Hearts and Minds. Et là, il fait en sorte que l'opposition, l'insurrection, les démocrates se radicalisent de sorte qu'ils perdent hearts and minds, c'est-à-dire l'appui de la population du centre. Hein? Par exemple, en stratégie de guerre contre-insurrectionnelle, un pouvoir va faire en sorte, va peut-être faire des attentats sous faux drapeau, faire passer ça sur le dos de la guérilla pour les discréditer puis leur faire perdre des appuis dans la population. Vous comprenez? C'est ça en stratégie militaire, c'est ça que ça donne. Là, il fait avec le Parti démocrate. Donc, et c'est la raison pour laquelle Nancy Pelosi a déchiré le truc. Je vous l'ai dit depuis un certain temps, Nancy Pelosi est fort probablement contrôlée par le président. Hein. Contrôler les leaders du camp ennemi, ça, c'est les généraux du camp ennemi. C'est aussi une des stratégies employées. Je pense que les Américains l'avaient fait à Bagdad. Hein. Ils ont juste payé un général qui a enlevé ses troupes devant Bagdad en 2003 et les Américains sont rentrés très facilement. Donc, contrôler les généraux du camp adverse, c'est ce qu'ils font avec Pelosi. Je vous ai dit la dernière fois aussi avec Pelosi, hein, quand elle avait signé l'acte pour la destitution du président, le même jour où est-ce qu'il signait son entente avec la Chine. Et là, je vous avais dit, ça a l'air d'une bonne stratégie pour les démocrates, mais en fait, finalement, ça fait le jeu de Trump. Hein, c'est toujours comme ça. Mais là, encore une fois, c'est la même chose. Elle déchire le discours sur l'État de l'Union. Ça a l'air d'une bonne stratégie. Ça a l'air d'une bonne stratégie pour les démocrates parce que Trump est un menteur. Elle a dit que c'était un tissu de mensonges. Je ne voulais pas cautionner ça. Mais l'Amérique regardait, hein, les États-Unis, les Américains regardaient. Et tous ceux qui trouvaient que c'était un super beau discours patriotique, les indépendants, comment vous pensez que les indépendants ont réagi face à ça? Voilà. Alors, comprenez que c'est un geste qui dessert beaucoup les démocrates. Il faut toujours avoir l'air posé en politique, et là, elle a l'air d'une radicale, comme Ocasio-Cortez, et donc ça leur fait perdre beaucoup de crédibilité. Trump qui applique une autre stratégie de militaire là, avec les démocrates. On s'entend sur les stratégies militaires, là, shock and awe cette semaine, je veux dire full spectrum dominance. Et là, ici, la stratégie contre-insurrectionnelle. OK? Alors, il y a eu des commentaires. Il y a eu des commentaires
dans les journaux. Hein, et là, quand je vous dis que les journaux perdent de la crédibilité, et là, c'est Loïc Tassé qui le disait, les Américains et ignorants. Hein? Les Américains ont de moins en moins confiance en leurs médias, surtout les républicains, à tel point que certains Américains ont un niveau d'information sur leur propre pays qui est comparable à celui des citoyens des dictatures. Hein? Et là, il parle d'une étude de Pew Research qui révèle des signes inquiétants sur la confiance des Américains envers leurs médias. Ben oui, chose. Tu sais, ça fait 3 ans que les médias mentent sur Trump, sur la collusion avec la Russie, sur l'impeachment, etc., qui nous disent que Trump est littéralement un monstre. Et là, quand il, je veux dire, au fur et à mesure qu'ils écoutent les discours en direct du président, ils se rendent compte que les médias mentent. Loïc. OK? Les républicains ne font confiance en moyenne qu'à 7 grammes. Là, il finit, il est fâché. Là, il est fâché que les médias perdent de la crédibilité. Hein? Son explication, peut-être en partie à cause d'un système d'éducation si médiocre que la plupart des Américains sont incapables de placer sur une map monde les grandes puissances. Peut-être aussi en partie en raison d'un système médiatique qui se trouve plus souvent, trop souvent place le profit devant l'information. Alors, Loïc Tassé qui se fâche avec la perte de crédibilité des médias. Tout ça est une stratégie de communication de Trump. Ça va dans le sens de full spectrum dominance. OK? Maintenant, c'est ça, Pierre Martin qui doit l'admettre, une semaine presque parfaite pour Trump, hein, shock and awe, avec le fiasco des démocrates en Iowa lundi, un discours finement mis en scène mardi et son acquittement hier. Le président américain entame sa campagne de réélection sur les chapeaux de roue. Les démocrates et lui auront pourtant des occasions de s'auto-pelure de bannière. OK? Alors, il dit c'est bien parti depuis une semaine. Donald Trump collectionne les bonnes nouvelles. Mais c'est organisé, tout ça. Il contrôle maintenant la présidence. Son parti a d'abord limité les dégâts. Et là, il dit, et ça c'est vrai, là, l'Institut Gallup lui donne ensuite... l'Institut Gallup lui a ensuite offert son meilleur taux d'approbation depuis le début de son mandat. Gallup, qui n'est pas une maison de sondage pro-Trump, là, c'est le genre de maison de sondage qui donnait 97% à Hillary. Alors, là, elle dit que Trump n'a jamais été aussi populaire depuis son arrivée à la présidence. Alors, qu'est-ce que ça a fait, l'impeachment? Est-ce que ça a servi les démocrates ou ça a servi le président Trump? Et c'est ça que je vous avais dit, là. OK? Donc voilà, les gens le reconnaissent. Trump qui a fait avec Pelosi exactement comme avec Mueller. Trump qui contrôlait... il n'avait pas besoin de contrôler. Il y avait une quinzaine de démocrates, je pense 17-18 personnes sur l'équipe Mueller. Il n'a pas besoin de contrôler tout le monde dans l'équipe Mueller. Il a juste besoin de contrôler Robert Mueller pour avoir le résultat qu'il souhaitait obtenir. C'est la même chose avec les démocrates. Il n'y a pas besoin de contrôler le Parti démocrate. Il a juste besoin de contrôler Nancy Pelosi et Chuck Schumer. Et là, il va s'arranger, il va faire en sorte que les démocrates prennent plein de mauvaises décisions, une à la suite de l'autre. Et surtout, ce qu'il fait, encore une fois, ça ressemble à ce qu'il a fait avec Robert Mueller parce que il radicalise la base démocrate. Je l'ai expliqué là, l'été dernier en braquant les projecteurs sur The Squad, là, les 4 radicales. Elles deviennent, par le fait même, les personnes les plus radicales du Parti démocrate deviennent, par le fait même, porte-parole, défenseresses du Parti démocrate. Les gens se rallient derrière elles, hein, serrent les coudes derrière ces pauvres 4 femmes qui sont attaquées par le méchant président. Mais là, après ça, elles ont une tribune, elles ont de la crédibilité, elles sont radicales. Et c'est la même chose avec Mueller. Donc, Mueller qui est contrôlé comme Nancy Pelosi et qui s'arrange pour avoir des radicaux sur l'enquête Mueller comme Andrew Weissmann, qui est qui a un long CV, je veux dire, qui est un bulldog anti-Trump. Hein? Fait que c'est ça que tu fais. Tu contrôles le général, puis après ça, tu mets des bulldogs anti-Trump, des radicaux dans la base, puis c'est sûr que ça va être le chaos. C'est de la stratégie militaire. OK? Alors, maintenant, il a aussi un autre truc que j'ai retenu du discours, c'est sa salutation, je veux dire, sa main tendue à Juan Guaido,
l'aspirant président du Venezuela. Je pense qu'il a appelé le président légitime, etc. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, le discours sur l'État de l'Union, c'est un discours de politique intérieure. C'est pas un discours de politique étrangère. Alors moi, la façon dont je lis ça, hein, Guaido, il l'a laissé tomber en passant. Il s'est moqué de lui une fois. Quand il y avait le problème avec Maduro, là, il a dit qu'il allait intervenir en faveur de Guaido, etc. Finalement, il l'a laissé tomber. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'intervention américaine. Je l'avais annoncé, ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il dit qu'il ne laissera jamais le socialisme s'implanter, etc. Et moi, je vois ça surtout comme je viens de le dire, là, comme un discours de politique intérieure, parce que Trump est capable de s'entendre avec bien pire que Maduro. Hein? Maduro, c'est rien en termes d'échelle comment je pourrais dire, de dictatorat ou de dictatorialité, je ne sais pas, comparé à Mohamed Ben Salman, Rouhani, Kim Jong-un, etc. C'est un soft, Maduro. Il y a des élections au Venezuela et tout ça. Fait que, vous comprenez que c'est... je pense qu'il utilise Guaido pour cibler son opposition au socialisme. Et si j'étais Guaido, moi, je me méfierais, en tout cas. Mais afin de cibler ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que les États-Unis sont ont été, avant l'arrivée de Donald Trump, sur le point de basculer dans l'enfer du marxisme culturel. Les marxistes culturels, là, Marcuse, toute la gang, Horkheimer, Adorno, Reich, ont gagné, ont triomphé aux États-Unis. La longue marche à travers les institutions, là, ça a fonctionné. Le plan, ce qu'ils appellent le plan socialiste, là, aux États-Unis, ce n'est pas la même définition qu'en Europe. Hein. Il y a plein de mesures sociales de Donald Trump, d'ailleurs, dans son discours, etc. Ce n'est pas la même chose. Là. Les Américains ont une autre vision du socialisme que celle qui prévaut en Europe. Il faut faire attention avec les définitions. Mais ils ont essentiellement gagné. Ils ont pris le contrôle des universités. Vous savez que maintenant, à l'université aux États-Unis, même au Canada, partout, il faut que tu aies un CV pour la diversité. C'est-à-dire, ils te demandent comme préalable, avant de déposer une candidature de professeur, là, quels sont tes faits d'armes en faveur de l'immigration et de la diversité? Ou est-ce que tu as un CV? Est-ce que tu t'es impliqué contre la transphobie? Là, il faut que tu vas enseigner, mettons, comme... je sais pas moi, comme sciences politiques, là, le système d'étonation. Là, il faut que tu montres patte blanche. Là. Il faut que tu aies un CV transcompatible, pro-immigration, etc. Dans tes qualifications. Alors, ils ont pris, vous le savez, là, si vous écoutez Tucker Carlson le soir, là, et aussi, je pense que c'est Campus Reform, des sites là, qui expliquent la folie sur les universités américaines. Là. Ils ont tous un conseiller à la diversité. Tout est raciste, sexiste, homophobe. Là. Il faut enlever les hommes blancs, surtout, les straight white men, hein, etc. Donc, ils ont pris le contrôle des universités, ils ont pris le contrôle des médias, ils avaient le contrôle des agences de renseignement, ils ont le contrôle, le mouvement révolutionnaire mondial avait le contrôle des institutions aux États-Unis. Et quand Trump arrive, fait son discours sur l'État de l'Union, dit « Le socialisme ne triomphera pas, nous ne laisserons jamais le socialisme triompher », c'est dans ce sens-là que je le vois. C'est-à-dire la dictature verte, celle qu'on nous vend avec l'agenda de l'ONU 2030, là, où est-ce qu'on bannit les maisons unifamiliales. Il faut vivre dans un 200 pieds carrés sans électricité hein, parce que l'empreinte carbone, ne mangez surtout pas de viande, c'est mauvais. Etc. Vous comprenez un peu l'état de ce que les démocrates proposent, là. C'est essentiellement une dictature, comme Ferrandez, comme ce que Ferrandez dit, là. Une dictature verte éclairée, là. Hein, comment il s'appelle? Drax, dans Moonraker. C'est ça qu'il nous propose. En tout cas, je ne sais pas. Il propose les services de santé pour tous les... la fin des frontières, essentiellement. Hein. Les démocrates qui proposent de décriminaliser l'immigration illégale, c'est-à-dire que rentrer illégalement aux États-Unis, ça ne serait plus criminel, ça ne serait plus illégal. Tout le monde aurait vocation à bannir toutes les énergies fossiles, etc. C'est un agenda de crackpot, comme on dit. Okay? En plus de toute la question des transgenres, des toilettes transgenres partout, la révolution culturelle qui est en cours avec les trans là, aux États-Unis. Washington Democrats push mandatory LGBT focus sex
Ed for Kinder. Alors, à la garderie, des cours de sexualité LGBTQ à la garderie. Là, je vous ai montré, je ne l'ai pas ici. Ah oui, je l'ai. Je pense que je l'ai. Ah. Je vous ai montré les images. Je pense que je ne sais pas si je l'ai ici. Ah, il faudrait que je le retrouve. Je ne l'ai pas trouvé. Merde. En tout cas, ce qui se passe dans les cours d'éducation à la sexualité, là, bon. Vous voyez, donc c'est contre ça qu'il s'inscrit. Okay? Moi il a utilisé Guaido comme pour rebondir sur ce que les démocrates sont en train d'essayer de mettre en œuvre aux États-Unis, c'est-à-dire la fin du pays, ouvrir les frontières, payer pour tout le monde, tout gratuit pour tout le monde. Voilà. Alors, maintenant, on arrive à 30 minutes. On va y aller rapidement peut-être avec ce qui s'est passé durant les Iowa caucuses. Alors, vous avez tous vu, ça c'est le pendant démocrate. Alors que le président gagnait sur toute la ligne, le principal événement politique des démocrates leur a pété en pleine face. Alors qu'ils comptaient les votes pour savoir qui avait gagné l'État de l'Iowa. Ils ont utilisé une application pour compter les votes. Okay? L'application a planté. Elle a planté. Il y a plusieurs raisons. Il y a deux possibilités selon moi. Je vous laisserai en débattre dans les commentaires. La première possibilité, c'est que Bernie Sanders arrivait en tête, encore une fois, comme d'habitude. Bernie Sanders, très populaire. Il arrivait devant le candidat de l'État profond, Pete Buttigieg. Les Français vont me dire, on dit Buttigieg, pas Epstein. Alors, il arrivait devant le candidat de l'État profond, Pete Buttigieg, et ça plaît pas du tout, ça plaisait pas du tout. C'est un remake total de 2016, où est-ce que Bernie Sanders avait essentiellement gagné la primaire contre Hillary Clinton, et ils ont dû tricher, mentir, voler, manipuler, changer les votes, tricher essentiellement, pour voler l'investiture à Bernie Sanders et la donner à Hillary Clinton. Ça a été un fiasco lors de la convention démocrate. Il y a un tiers des délégués qui ont quitté en marchant, qui sont sortis. Ça a été un fiasco épouvantable. Ils se sont fait voler. Un tiers une bonne partie de ces gens-là, des Bernie démocrates, ont voté pour Donald Trump par la suite. Il y a Seth Rich qui a, lui, ça a été son réveil quand il a vu de quelle façon ça avait été volé à Bernie Sanders. C'est lui qui a coulé les informations à Julian Assange. Ce ne sont pas les Russes, là. Julian Assange l'a confirmé essentiellement. Alors, les démocrates là, ils sont en train de faire un remake exactement de ça. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Ceux qui sont sur Twitter le savent, je l'ai retweeté. Eh bien, premièrement, que la compagnie, il faut faire attention avec ces compagnies-là, des applications pour la démocratie. C'est tellement facilement manipulable. Ça devrait être un crayon puis un papier, puis tu gardes une partie du numéro. C'est quelque chose de bien simple. À partir du moment où tu as une application, tu peux, puis que c'est électronique. Pourquoi pensez-vous que George Soros puis des gens comme ça investissent dans les machines de vote? Là, lui, George Soros, c'est un des plus gros investisseurs dans la compagnie qui a produit l'appli pour compter les votes. George Soros, 2,6 millions de dollars donnés à cette compagnie qui s'appelle Shadow. La compagnie s'appelle Ombre. C'est comme une organisation criminelle transnationale, là, Shadow Inc. Donc, George Soros qui a donné de l'argent à cette compagnie, évidemment, probablement pour produire le résultat qu'il souhaitait, n'est-ce pas? Mais pas seulement George Soros, le supposé gagnant, vous l'avez ici, les résultats, là, ça c'était tout à l'heure, je suis allé voir, Pete Buttigieg, 26,2%, Bernie Sanders, 26,1%. Et l'application a planté quand Sanders était en train de prendre le dessus. Je pense que c'est ça que Steve Bannon a dit en entrevue. À partir du moment où est-ce que Sanders a pris le dessus, c'est là que l'application a planté. Puis là, Buttigieg, là, juste par un. Ben oui, Buttigieg qui a donné 21 250 $ à la compagnie qui a fait cette application-là. Vous comprenez que c'est... Et là, bon, ça, c'est une des options, c'est-à-dire que l'establishment n'était pas content de voir Bernie Sanders prendre le dessus parce que Bernie Sanders, c'est un malcommode, c'est un idéologue têtu. OK?
probablement plus intègre que les autres. Okay? En tout cas, que Pete Buttigieg. Pete Buttigieg qui a toutes les marques et les signes de l'État profond, je veux dire, va à Harvard, obtient le Rhodes Scholarship, receives Oxford Rhodes Scholarship from Cecil Rhodes, comme Bill Clinton, tu sais, les Rhodes Scholarship, là, il faut toujours, c'est comme les Young Leaders en France, tu sais, il y a toujours les Young Leaders, là, ceux qui sont cooptés par l'establishment. C'est la même chose dans le monde anglo-saxon, c'est la même chose avec les Rhodes Scholarship. Rhodes Scholarship, ils travaillent pour, je veux dire, la même compagnie que Chelsea Clinton à Chicago. Il faut regarder son parcours. Finalement, reçoit l'appui de personnalités du Deep State comme Mark Zuckerberg, alors qu'il est rien, c'est un maire d'une petite ville, genre de quelques milliers d'âmes. Un gars sorti de nulle part, mais là, comme il a l'appui des grands, vous voyez, tu sais, à surveiller. En tout cas. Alors, donc, Bernie Sanders, la raison pour laquelle ils veulent Pete Buttigieg, selon moi, ils préfèrent Buttigieg à Sanders, pour éviter le fiasco de 2016, parce que Sanders ne voudra pas partir, mais parce que Buttigieg étant leur homme, Buttigieg va, lui, céder la place à Michelle Obama. Et il y a X22 Report qui répétait cette semaine qu'il pensait que, et tout le monde le dit, qu'il n'y a aucun des candidats qui sont là. Pete Buttigieg va se faire manger par le président Trump, tout cru, dans ses céréales le matin. Là, ils ne peuvent pas y aller avec Pete Buttigieg. Ils veulent Pete Buttigieg. Pourquoi ils veulent Pete Buttigieg? Pourquoi ils ne veulent pas Sanders puis ils veulent Pete Buttigieg? Parce que c'est l'homme qui va se coucher au 11e round. Il va se coucher quand on va lui dire de se coucher. C'est un gars qui n'a pas d'envergure. C'est pas un candidat, il n'est pas présidentiable. C'est le gars qui va se coucher, par exemple. Il va faire ce qu'on lui dit. C'est le gars de l'establishment qui va pour céder la place à Michelle Obama, alors que ça serait beaucoup plus difficile de céder la place à Michelle Obama si c'est Bernie Sanders, puis qu'il y a un vrai enthousiasme derrière Bernie Sanders. Il faut faut que les démocrates soient en panique. Il faut qu'il y ait un besoin d'un sauveur pour que Michel se présente. Vous comprenez? Michel se présente seulement dans un contexte d'effondrement du Parti démocrate. Et là, tout le monde panique, on va se faire manger par Trump. Qui peut nous aider? Puis là, elle arrive. Mais s'ils vont avec Bernie Sanders, les idéologues, et qu'il y a un enthousiasme pour Bernie Sanders va se faire planter par Trump. Mais les démocrates ne voudront pas céder, n'auront pas le désir d'aller chercher Michelle Obama, de la voir arriver sur la scène, alors qu'elle est la seule qui aurait comme des microscopiques chances de battre le président Trump. Et là, c'est ça, je disais, il y a X22 Report cette semaine qui disait lui aussi qu'il pensait que Michelle Obama s'en venait. Et je veux juste dire à David là, que c'est moi qui l'ai dit en premier, David, s'il écoute Radio-Québec. OK? L'été dernier. On a prédit ça l'été dernier. C'est probablement ce qui va se passer. Voilà. Alors, ça, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai une vidéo à vous montrer sur la façon dont les délégués ont été attribués, exactement comme Bernie Sanders, une espèce de faux. Ils ont flip a coin, là, ils ont joué à pile ou face pour savoir qui obtenait le dernier délégué. Et regardez comment c'est arrangé. Regardez comment le jeune garçon manipule la pièce puis pour donner le résultat. Pete Buttigieg, puis là, tout le monde, regardez comment c'est arrangé. C'est passé la même chose avec Bernie Sanders, les flip a coin. Hillary, ils ont justement joué à pile ou face, et Hillary a gagné 6 fois sur 6 dans les pile ou face. Je vous montre la vidéo. Regardez comment il manipule. Oh, il la tourne de bord. Oh. So Buttigieg will get 3 delegates. Yeah. OK. Alors, voilà, donc, ça ressemble à ça, OK? Maintenant, j'ai une autre vidéo à vous montrer qui illustre bien ce que Trump est en train de faire. Je t'ai supposé la montrer tout à l'heure avec Nancy Pelosi, quand je disais que Trump utilisait des stratégies contre-insurrectionnelles pour faire en sorte que le Parti démocrate se radicalise. Okay? Vous avez vu peut-être cet extrait, c'est dans un film, je vous le montre.
il fait en sorte que le Parti démocrate s'auto-suicide. Vous comprenez? C'est pas juste un suicide, c'est une espèce de suicide mécanique involontaire. That's my gun. Vous avez vu cette scène? Yeah. There were a real touching suicide note too. All over Rawood. Le gars veut pas se suicider, mais là, ils vont lui faire, ils vont s'arranger pour faire en sorte qu'il se tire une balle avec un système mécanique, là. About your mistakes. Ça va avoir l'air d'un suicide. Quit your struggling. This thing works. It's not the first time we've used it. Ah! Je vous montre pas comment ça finit. Vous devrez aller voir le film. Ça s'appelle Shooter. C'est avec Mark Wahlberg. Voilà. Alors, on va terminer. Je sais pas si c'est un sabordage. Je sais pas si. Ouais. Alors, on va terminer. Je m'excuse, hein, je viens de remarquer que je ne suis pas sur YouTube parce que YouTube a comme annulé ma vidéo. Encore une fois, m'a enlevé des fonctionnalités comme ça se passait auparavant. On s'excuse avec ceux qui sont sur YouTube, qui attendaient. C'est ça, la censure. Ils nous baissent nos nombres de vues. Juste la dernière vidéo, encore une fois, là, sur le plan de paix, dimanche dernier, on était à 27. Je reviens 3 heures plus tard, on est tombé à 26. Ils nous enlèvent des vues. Il y a une vidéo sur Soleimani, ils ont enlevé 14 000 vues. Vous comprenez là qu'on travaille dans un environnement hostile. On s'en excuse à ceux qui écoutent sur YouTube. On va uploader la vidéo dans quelques minutes, juste après le web journal. Alors, c'est ça. Donc, ici, encore une fois, je veux dire, j'aime ça. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Trump n'arrête pas de confirmer QAnon, qui travaille avec QAnon, etc. Il y en a une intéressante, assez évidente. Il y en a plein ces temps-ci. Là, ça s'accélère. Le 28 janvier dernier, Q tweet The best is yet to come. Et là, le 5 février dernier, juste une semaine après, pratiquement jour pour jour, la Maison-Blanche retweet The best is yet to come. Voilà. Alors, c'est des petits clins d'œil comme ça. Il y en a beaucoup. Q était au courant que la Maison-Blanche allait publier cette chose-là. Maintenant, en ce qui concerne les enquêtes, ce qui est en train de se passer, j'ai dit que le président Trump laissait les démocrates, c'est un boxeur, hein, puis au 15e round, c'est lui qui contre-attaque. Mais là, ça commence, là. On est sur le point de la contre-attaque. La semaine prochaine, je retournerai un petit peu plus dans ce qui se passe avec Rudy Giuliani, Joe Biden en Ukraine, la corruption, etc. Tout ça, est sorti, en fait. C'est public. C'est juste que je ne veux pas faire un web journal de 2 heures. Alors, on essaie de rester sur les sujets. Le président Trump a tweeté aujourd'hui, il y a, c'était cet après-midi, il dit le directeur du FBI, Christopher Wray, vient d'admettre que les mandats FISA d'écoute électronique là, et la survie de ma campagne, je ne sais pas si et la surveillance de ma campagne, c'est Google qui traduit là, et la surveillance de ma campagne étaient illégaux. Ça, c'est le directeur du FBI qui vient d'admettre ça, que c'était illégal. Tout comme le faux dossier, le fake dossier, le dossier Fusion GPS, on le sait. Okay? Par conséquent, l'enquête entière sur l'arnaque, le rapport Mueller et tous les autres trucs pendant 3 ans, c'était un hoax, un fixed hoax. Hein? C'était une arnaque arrangée avec le gars des vues. Le président Trump qui persiste et signe. Hein? Who pays the price? Qui va payer le prix? Hein? C'est de loin le plus grand crime politique de l'histoire américaine. Hein? Simply put, c'est-à-dire dit simplement, le parti au pouvoir, Obama, là, a illégalement épié ma campagne, à la fois avant et après l'élection, afin de modifier ou d'annuler les résultats de l'élection. Hein? Alors, et ça s'est poursuivi avec la tentative de destitution, l'enquête Mueller, la tentative de destitution, etc. Il va tout le montrer. Je vous ai déjà dit qu'il avait parlé de trahison. Il persiste et signe. Il a toujours raison a posteriori. Et là, Christopher Wray qui vient d'admettre que c'est illégal, on s'en va vers des accusations. C'est au tour du président maintenant. L'impeachment est terminé. Les démocrates, on est au 14e rang. Les démocrates ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont plus rien. Maintenant, c'est au président de contre-attaquer. Et là, il y a le sénateur Lindsey Graham qui dit que les gens s'en vont en prison. Écoutez bien ça. Tout le monde le dit maintenant. Le public est
le public est informé, c'est-à-dire il y a des dizaines de commentateurs qui le disent maintenant et ça se répand dans la population. Oh, tu sais, ils s'en vont en prison. Oui, ils s'en vont en prison. Là. Tout le monde le sait. Trump ne pourra pas, ça ne pourra pas ne pas se passer, il ne pourra pas décevoir sa base comme ça. Hein? Je vous fais écouter ça. We're not going to live in a world where, as a Republican, you get investigated from the day you get sworn in. 3 years later, they're still coming after you. Here's what amazes me. The Russian investigation, what happened? Half the people behind the Russian investigation are going to go to jail. And la moitié de ceux qui sont derrière toute cette histoire de collusion avec la Russie s'en vont en prison, are going to jail. Was cleared. Hopefully. Well, just hang tight. Okay. They come after Trump on Ukraine and Biden blows up. So every time they throw a rock at Trump, they get hit. So here's... Et là, il dit ce que j'ai souvent dit, là, le président se fait accuser de crimes que les autres ont commis. Il dit every time they hit Trump, they get hit. Chaque fois qu'ils frappent le président, c'est eux qui se font frapper. OK? Alors, voilà, donc le président qui retweet que ça s'en vient, qui retweet que c'est illégal, que c'est... il a tweeté des... je vous ai montré plusieurs fois le tweet du président avec tous ces gens-là en prison. Il a parlé de trahison, la peine de mort. Lindsey Graham confirme, d'autres personnes ont confirmé, etc. Ça s'en vient. Ils ont déjà toutes les informations. C'est inévitable. Ils ne pourront pas s'en sortir. C'est illégal et ils s'en vont en prison. Et Trump le dit, hein, il fait ça pour tous les présidents du futur parce que ce sont les institutions qui sont attaquées. Si on est capable de faire ça, d'utiliser la police secrète, les services de renseignement pour fabriquer des fausses preuves, pour tenter de destituer un président démocratique, ils peuvent faire ça. Je veux dire, les républicains vont pouvoir faire ça pour les démocrates. C'est la République elle-même qui est en danger. Et là, Trump va faire en sorte, va donner des peines exemplaires. Des peines exemplaires vont être demandées. Il va y avoir des tribunaux militaires, vous le savez, là, pour que ce genre de truc ne se produise plus jamais. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qui complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. J'ai eu des petits ratés un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mon logiciel, où est-ce que je fais les remerciements, a sauté. Alors, merci à Frédéric Eppel, merci à Marc Cabana, merci à Régent Gamache, à Yves Couvreur, merci à Sylvia Néolet, Micheline Janssen, Louis Pilonel, merci à Jean-Luc Janssen, Simon Douville-Bello, merci à Pierre-Luc Houd et merci à Philippe Cuta. Voilà. Je suis désolé, j'avais pas l'image là. Alors, ceux qui veulent envoyer des trucs à Radio-Québec, allez, je vous donne les contacts. On a reçu, oui, c'est ça, on a reçu d'autres choses aussi. Une autre carte postale, l'eau et Garonne. Voilà, merci beaucoup. Vous nous faites voyager. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, paypal.me, / Alexis Cossette, virement Interac, alexiscossette-trudel1 @ gmail.com. Là, il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des Interac, je ne les ai pas remerciés aujourd'hui. Et ça fait une couple de fois aussi. Ça fait un certain temps que j'ai pas été chercher, reçu, que je n'ai pas accepté les dons, je m'en excuse. Je m'excuse aussi du fait que je suis pas mal absent des réseaux sociaux. Les gens me demandent ouais, t'es où, Alexis, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs trucs, là, je ne vais pas étaler ma vie sur la place publique, mais je suis débordé par plusieurs choses. Alors, c'est ça. Donc, alors, merci à tous ceux qui ont fait des contributions à Radio-Québec. On va prendre une section questions-commentaires. Ça va être... là, vous êtes chanceux. Facebook, Twitter, VK, là, c'est juste vous, là. La gang de YouTube... Alors, c'est ça, ceux qui disent, hein, je suis désolé, je ne réponds pas. J'ai reçu des courriels QAnon France. J'ai envie de répondre, mais j'ai comme... j'ai pas le temps, j'ai pas la force non plus. Là, pour l'instant, je suis pas... j'en ai trop, puis je suis désolé, je m'en excuse. Je vais revenir à un moment donné, là. À un moment donné. Au Québec, on dit à un moment donné. Mais c'est à un moment donné. Marie-Josée Godon. Tu penses quoi d'Éric Zemmour? Généralement, ce que je pense d'Éric Zemmour, c'est que généralement, quand je vois un clip d'Éric Zemmour sur Twitter puis je l'écoute, je suis d'accord à 100%.
j'ai rarement entendu, je ne sais pas si j'ai déjà entendu quelque chose de Éric Zemmour avec lequel j'étais en désaccord. T'sais. Alors, on peut dire, ouais, il parle pas de ci, il parle pas de ça, l'angle mort de Zemmour, blablabla, mais en tout cas, quand je l'entends, moi, c'est de la musique à mes oreilles. Crois-tu que le coronavirus soit un coup sur l'échiquier de l'État profond? Je ne sais pas, hein. C'est juste, encore une fois, moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il faut relativiser. Quand on a quelques centaines de morts, même quelques milliers de morts par rapport aux centaines de milliers que fait la grippe saisonnière, c'est pas grand-chose. Apparemment, il est plus virulent. Il est pas mal plus virulent que la grippe. Il y a un plus haut taux de mortalité, finalement. Là, c'est ce qui ressort. Mais encore une fois, c'est des centaines, même si c'était comme 10, 15, 20 000 morts, c'est pratiquement rien comparé à la grippe saisonnière elle-même. Et je me méfie toujours, moi, de ces trucs-là, d'une dictature médicale. Il y a les preppers, ceux qui sont les survivalistes, les preppers, se préparent beaucoup à un effondrement de la société. C'est comme une espèce de chaos, etc. Et moi, je pense que le plan des mondialistes, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est une surorganisation de la société. Puis la façon de produire une surorganisation de la société avec du contrôle total, c'est d'avoir une peur médicale. Quand tu vois des personnes en hazmat, là, en espèce d'habit lunaire, là, tu te soumets. Les gens se couchent, les gens ont peur. Et c'est le. Alors, moi je fais attention avec ça. Je suis dubitatif. Généralement, quand je regarde des trucs à la télévision, j'ai de la misère à embarquer émotionnellement. On nous a tellement souvent menti sur plein de sujets que je prends toujours les nouvelles avec un certain recul. Maintenant, on entend des trucs, là, des trucs fous sur Twitter, genre des dizaines de milliers de morts en Chine. Le gouvernement cache les chiffres. C'est une épidémie, là, dans le genre le syndrome des Andromeda Syndrome, là, le syndrome Andromède, là, je ne me rappelle pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi en français. Quelque chose de vraiment mortel et dangereux. Ils jettent ils enterrent des centaines de cadavres. Mais là, il n'y a aucune façon de vérifier. Encore une fois, les chiffres, c'est les chiffres que le gouvernement communiste chinois veut bien nous fournir. Il y a des trucs bizarres avec la stratégie médiatique du gouvernement chinois et ces coulages de vidéos. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. On va laisser le temps passer, mais moi, c'est ça, comme je vous dis, je suis tout ce qui est peur médicale. C'est un outil de l'État profond. Je suis sceptique et puis c'est ça, relativisé parce que avec les chiffres qu'on nous donne présentement, elle n'est pas, même si elle est plus virulente que la grippe ordinaire, c'est pas, ça reste encore extrêmement marginal. Vous mettrez les liens, on continue la réflexion, mettez les liens, là. Oui, c'est ça, c'est la dictature médicale pour imposer des choses. C'est ça c'est peut-être des tests aussi. Il y a des je ne sais pas. C'est très difficile. Il y a beaucoup de brouillard là-dedans. C'est pour ça que je ne voulais pas me prononcer l'autre semaine d'avance parce qu'il y a du brouillard. Un État profond peut vouloir créer ce genre d'événement-là pour identifier en ligne la résistance. Avoir une liste de noms de personnes qui sont anti-mesures draconiennes. Il peut y avoir, c'est très difficile de comprendre exactement ce qu'il y a derrière tout ça. En tout cas, pour moi, c'est moins clair que le jeu de Donald Trump, disons. Armes virologiques, pas bactériologiques, oui. La Chine a été attaquée, peut-être, c'est ça. Voilà. 53. Allez, Facebook, Twitter, lâchez-vous lousse, là, comme on dit au Québec. C'est votre soirée. YouTube nous regardera en rediffusion. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la chaîne. Là. Je sais pas ils m'ont bloqué encore une fois. Là. Je vais devoir... les salopards de YouTube. Hunter Biden, je vais en parler la semaine prochaine de tout ça. Parce que, c'est ça, donc... oui, Trump a mis un terme au procès au Sénat. Je disais qu'il allait faire exploser ça devant les caméras, un procès au Sénat, etc. Il a mis un terme pour avoir ses 2 victoires cette semaine, le shock and awe, comme j'ai dit. Là. Mais le truc, c'est que tout ça continue quand même. Okay? Il va avoir Lindsey Graham et tout ça. Il va continuer à avoir des audiences au Sénat et ça va continuer à sortir. Alors, je ferai un topo là-dessus la semaine prochaine
où en sont Hunter Biden, Joe Biden, la corruption. Je ramènerai tout ça, là. Est-ce que Trump devrait se méfier de la divulgation de ses impôts? Non, pas du tout. Il ne donne rien aux démocrates, il les laisse se battre, il les laisse comme donner des coups d'épée dans l'eau puis se démener pour rien. Trump sait depuis quelque chose comme 20 ans qu'il s'en va à la présidence et ses finances sont probablement propres de A à Z. Quand tu sais que tu t'en vas, regardez, Trump n'utilisait pas de cellulaire. Trump n'utilisait pas le courriel, n'utilisait pas de cellulaire parce qu'il ne faisait pas confiance à ces technologies-là. Il savait qu'il était espionné. Il savait qu'on ne voulait pas qu'il aille à la présidence. Il s'est préparé comme un renard, comme l'art de la guerre. Là. Il a caché son intention de se présenter à la présidence. Il a conspiré avec des patriotes dans les forces armées pour prendre le contrôle des institutions. Il fallait qu'il soit blanc comme neige. Il fallait que ses impôts, ça doit être plus blanc que blanc. Mais il va combattre les démocrates jusqu'à... il va empêcher les démocrates d'avoir accès à ces impôts jusqu'à la dernière minute. Puis quand ils auront finalement accès, ça va être rien. Et les démocrates auront créé un précédent pour aller demander les impôts de tout le monde. Pelosi, Schumer, etc. Montrez-nous vos impôts, etc. Les démocrates qui lancent des pierres dans une maison de vitres. Trump qui a garanti qu'il n'y a rien à craindre sur ses impôts. Mais les démocrates... Voilà. Alors, le retour de l'or en monnaie mondiale, il va y avoir quelque chose adossé à l'or, oui. Je ne sais pas si c'est l'or comme monnaie ou si c'est quelque chose adossé à l'or, mais il va y avoir un retour de l'or, oui. L'argent imprimé par des banques centrales, l'argent papier qui ne vaut rien, imprimé par des banques centrales au gré, avec une valeur fluctuante, hein, ça, c'est terminé. En tout cas, ça tire à sa fin. Non, encore une fois, les arrestations, c'est aux États-Unis. Les Américains n'ont pas juridiction pour le Canada. Je l'ai déjà expliqué ça. Qu'est-ce que le président attend pour faire témoigner Assange? Attendez un instant. J'étais supposé le mettre dans le web journal. J'ai une vidéo de Julian Assange qui nous explique que Trump est blanc comme neige en ce qui concerne la collusion avec la Russie. Voilà, je l'ai ici. Est-ce que je peux faire ça en ligne? Je vais essayer de faire ça en ligne. Encore une fois, si ça plante, on se dit salut. Si ça ne plante pas, je vous montre Julian Assange. Ça ne fonctionne pas. JX. Excusez-moi, et ça qui se passe, c'est les joies du direct. Voilà, Julian Assange. Hillary Clinton has done quite well strategically to try and draw connection between Trump and Russia because she has so many connections of her own. Now, my analysis of Trump and Russia is that there is no substantial connection. Il n'y a pas de connexion entre Trump et la Russie. Il y a des connexions avec Hillary Clinton et la Russie. Hillary Clinton, Bill Clinton, ils ont reçu de l'argent à la Fondation Clinton pour des discours en Russie en échange de l'uranium américain. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Hein? Mais il n'y a pas de connexion avec la Russie. Why do I say that? Well, because Trump was trying to invest in Russia before Putin in the 1990s, after Putin, in fact, nearly all the way up to the present moment. And he's had no success. He did not manage to build hotels and so on in Russia. So that shows how insubstantial his contacts are. There's an extremely well-documented pattern of when Hillary Clinton was Secretary of State, those people, companies, governments, who wanted a decision by the Secretary of State in their favor, making large donations to the Clinton Foundation or in some other cases, business deals with the people around Hillary Clinton. Vous comprenez ce qu'il vient de dire? Il dit qu'il y avait un pattern de comportement, un modèle de comportement bien établi, que ceux qui voulaient des faveurs
de l'administration Obama, de la part d'Hillary Clinton, etc., faisaient des dons à la Fondation Clinton. Hillary Clinton vendait de l'influence politique. C'est ce qu'il vient de dire, là. OK? On le sait, là, de toute façon, on le sait, là, mais là, c'est Assange qui le dit. Elle vendait de l'influence politique. En échange de dons à la Fondation Clinton, on obtenait des contrats avec le gouvernement américain, des ventes d'armes, etc., de l'uranium. Elle vendait sa position. Là, les Américains ont compris ce qui se passait avec Biden. Le quid pro quo, là, Trump a utilisé Biden pour expliquer aux Américains c'est quoi un quid pro quo. Là, maintenant que les Américains sont du trafic d'influence. Là, maintenant que les Américains sont au courant c'est quoi, là, imaginez quand ils vont sortir ça sur Hillary Clinton. Tout le monde va comprendre. Elle vendait son influence en échange de dons à la Fondation Clinton. Bien pire que Joe Biden. Now, one particular instance is the approval by Secretary Clinton of selling 20% of the US uranium reprocessing rights to a Russian company to be exported to Russia. So at that time, a large donation was made by those Russian interests to the Clinton Foundation. In addition, Clinton's campaign manager, Podesta, was on the board of a company called Juul Unlimited. And Juul Unlimited held some of these rights and received a $35 million investment from Russia. Pouf. Et là, qu'est-ce qui se passe avec Julian Assange? Il va venir témoigner contre Hillary Clinton. Hein? Et je le répète encore une fois, il est beaucoup plus en sécurité en prison. S'il était libre comme l'air, il ne survivrait pas 2 semaines. Il serait Arkansided. Il vaut mieux qu'il soit sous le contrôle, sous la protection des patriotes qui viennent aux États-Unis expliquer ce qu'il vient de dire là devant un procès, dans les procès, qui exonéreront le président Trump et qui montreront toute la supercherie pour tenter de le destituer, la haute trahison, etc. Voilà. Alors, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. On s'excuse à la gang sur YouTube. Là, c'est YouTube qui nous a fait faux bond aujourd'hui. Moi, j'ai cliqué sur live et puis ils n'ont pas voulu diffuser. Allez, à la prochaine. Salut!